Partie 12. En me rendant ma valise, Tante Nabou me présenta la petite Nabou. Elle la présenta également dans toutes les maisons amies. La petite Nabou entra, par mes soins, à l'école française. Mûrissant à l'ombre protectrice de sa tante, elle apprenait le secret des sauces délicieuses à manier fer à repasser et pilon. Sa tante ne manquait jamais de lui souligner son origine royale et lui enseigner que la qualité première d'une femme est la docilité. Après son certificat d'études et quelques années au lycée, la grande Nabou conseilla à sa nièce de passer le concours d'entrée à l'école des sages-femmes d'État. Cette école est bien. Là, on éduque. Nulle guirlande sur les têtes. Des jeunes filles sobres, sans boucles d'oreilles, vêtues de blanc, couleur de la pureté. Le métier que tu y apprendras est beau. Tu gagneras ta vie et tu conquerras des grâces pour ton paradis, en aidant à naître des serviteurs de Mohammed. En vérité, l'instruction d'une femme n'est pas à pousser. Et puis, je me demande comment une femme peut gagner sa vie en parlant matin et soir. La petite Nabou devint donc sage-femme. Un beau jour, Tante Nabou convoqua Maodo et lui dit: mon frère Farba t'a donné la petite Nabou comme époux, comme femme, pour me remercier de la façon digne dont je l'ai élevée. Si tu ne la gardes pas comme épouse, je ne m'en relèverai jamais. La honte tue plus vite que la maladie. Je savais, Maudou savait, la ville savait. Toi, Aïssatou, tu ne soupçonnais rien et rayonnais toujours. Et parce que sa mère avait pris date pour la nuit nuptiale, Maodo eut enfin le courage de te dire ce que chaque femme chuchotait. Tu avais une coépouse. Ma mère est vieille. Les chocs de la vie et les déceptions ont rendu son cœur fragile. Si je méprise cet enfant, elle mourra. C'est le médecin qui parle, non le fils. Pense donc, la fille de son frère, élevée par ses soins, rejetée par son fils, quelle honte devant la société. C'est pour ne pas voir sa mère mourir de honte et de chagrin que Maodo était décidé à se rendre au rendez-vous de la nuit nuptiale. Devant cette mère rigide, pétrie de morale ancienne, brûlée intérieurement par les féroces lois antiques, que pouvait faire Maodo? Il vieillissait, usé par son pesant travail, et puis, voulait-il seulement lutter, ébaucher un geste de résistance? La petite Nabou était si tentante. Alors, tu ne comptas plus, Aïssatou. Le temps et l'amour investis dans ton foyer. Des bagatelles vite oubliées, tes fils, ils ne pesèrent guère lourd dans cette réconciliation d'une mère et de son seul homme. Tu ne comptas plus, pas plus que tes 4 fils. Ceux-ci ne seront jamais les égaux des fils de la petite Nabou. Les enfants de la petite Nabou, les griots diront d'eux, en les exaltant, le sang est retourné à sa source. Tes fils ne comptaient pas. La mère de Maodo, princesse, ne pouvait se reconnaître dans le fils d'une bijoutière. Et puis, une bijoutière peut-elle avoir de la dignité, de l'honneur? C'est comme si l'on se demandait si tu avais un cœur et une chair. Ah, pour certains, l'honneur et le chagrin d'une bijoutière sont moindres, bien moindres que l'honneur et le chagrin d'une Guelewar. Maodo ne te chassait pas. Il allait à son devoir et souhaitait que tu restes. La petite Nabou résiderait toujours chez sa mère. C'est toi qu'il aimait. Tous les 2 jours,
il se rendrait la nuit chez sa mère, voir l'autre épouse pour que sa mère ne meure pas, pour accomplir un devoir. Comme tu fus plus grande que ceux qui sapaient ton bonheur, on te conseillait des compromis, on ne brûle pas un arbre qui porte des fruits, on te menaçait de ta chair, des garçons ne peuvent réussir sans leur père. Tu passes à autre. Ces vérités passent partout, qui avaient jadis courbé la tête de bien des épouses révoltées, n'opérèrent pas le miracle souhaité, elles ne te détournèrent pas de ton option. Tu choisis la rupture, un aller sans retour avec tes quatre fils, en laissant bien en vue sur le lit que fut votre cette lettre destinée à Maodo et dont je me rappelle l'exact contenu. Maodo, les princes dominent leurs sentiments pour honorer leurs devoirs. Les autres courbent leur nuque et acceptent en silence un sort qui les brime. Voilà, schématiquement, le règlement intérieur de notre société avec ses clivages insensés. Je ne m'y soumettrai point. Au bonheur qui fut nôtre, je ne peux substituer celui que tu me proposes aujourd'hui. Tu veux dissocier l'amour tout court et l'amour physique. Je te rétorque que la communion charnelle ne peut être sans l'acceptation du cœur, si minime soit-elle. Si tu peux procréer sans aimer, rien que pour assouvir l'orgueil d'une mère déclinante, je te trouve vil. Dès lors, tu dégringoles de l'échelon supérieur de la responsabilité où je t'ai toujours hissé. Ton raisonnement qui scinde est inadmissible. D'un côté, moi, ta vie, ton amour, ton choix. De l'autre, la petite Nabou, à supporter par devoir. Maodo, l'homme est une grandeur et animalité confondues. Aucun geste de sa part n'est de pur idéal. Aucun geste de sa part n'est de pure bestialité. Je me dépouille de ton amour, de ton nom, vêtu du seul habit valable de la dignité, je poursuis ma route. Adieu, Aïssatou. Et tu partis, tu eus le surprenant courage de t'assumer. Tu louas une maison et t'y installas. Et au lieu de regarder en arrière, tu fixas l'avenir obstinément. Tu t'assignas un but difficile et en plus que ma présence, mes encouragements, les livres te sauvèrent. Devenu ton refuge, ils te soutinrent. Puissance des livres, invention merveilleuse de l'astucieuse intelligence humaine, signes divers associés en sons différents qui moulent le mot, agencement de mots d'où jaillit l'idée, la pensée, l'histoire, la science, la vie. Instrument unique de relation et de culture, moyen inégalé de donner et de recevoir. Les livres soudent des générations au même labeur, contenu qui fait progresser. Ils te permirent de te hisser. Ce que la société te refusait, ils te l'accordèrent. Des examens passés avec succès te menèrent toi aussi en France. L'école d'entrepreneuriat d'où tu sortis permit ta nomination à l'ambassade du Sénégal aux États-Unis. Tu gagnes largement ta vie, tu évolues dans la quiétude comme tes lettres me le disent. Résolument détourné des chercheurs de joie éphémère et de liaisons faciles. Maodo, il renoue avec sa famille,
Ceux de Diakhao envahissent sa maison. Ceux de Diakhao soutiennent la petite Nabou. Mais, et Maodo le sait, il n'y a pas de comparaison possible entre toi et la petite Nabou. Toi, si belle, si douce, toi qui lui vouais une tendresse profonde parce que désintéressé. Toi qui savais trouver des mots justes pour le délasser. Maodo, que ne disait-il pas? Je suis déboussolé. On ne change pas les habitudes d'un homme fait. Je cherche chemise et pantalon aux anciennes places et ne tâte que du vide. Je ne plaignais pas Maodo. Ma maison est une banlieue de Diakhao. Impossible de m'y reposer. Tout est sale. La petite Nabou donne mes denrées et mes vêtements aux visiteurs. Je n'écoutais pas Maodo. Quelqu'un m'a dit t'avoir vu en compagnie de Aïssatou hier. Est-ce vrai? Comment est-elle? Et mes fils? Je ne répondais pas à Maodo. Car Maodo demeurait pour moi une énigme et à travers lui tous les hommes. Ton départ l'avait bien ébranlé. Sa tristesse était bien évidente. Quand il parlait de toi, les inflexions de sa voix se durcissaient. Mais ses allures de désabusé, les critiques acerbes de son foyer, sa verve qui houspillait tout, n'empêchait point le gonflement périodique du ventre de la petite Nabou. 2 garçons étaient déjà nés. Mis devant ce fait visible, preuve de ses communions intimes avec la petite Nabou, Maodo se contractait avec fureur. Son regard me fustigeait. Voyons, ne fais pas l'idiote. Comment veux-tu qu'un homme reste de pierre au contact permanent de la femme qui évolue dans sa maison? Il ajoutait démonstratif. J'ai vu un film où les rescapés d'une catastrophe aérienne ont survécu en mangeant la chair des cadavres. Ce fait plaide la force des instincts enfouis dans l'homme, instincts qui le dominent, quelle que soit son intelligence. Débarrasse-toi de ton excès de sentimentalité rêveuse. Accepte la réalité dans sa brusque laideur. On ne résiste pas aux lois impérieuses qui exigent de l'homme nourriture et vêtements. Ces mêmes lois poussent le mal ailleurs. Je dis bien mal pour marquer la bestialité des instincts. Tu comprends. Une femme doit comprendre une fois pour toutes et pardonner. Elle ne doit pas souffrir en se souciant des trahisons charnelles. Ce qui importe, c'est ce qu'il y a là, dans le cœur, c'est ce qui lie 2 êtres au-dedans. Il frappait sa poitrine à la plaie du cœur. Acculé aux extrêmes limites de la résistance, je me repais de ce qui se trouve à ma portée. C'est vilain à dire. La vérité est laide quand on l'analyse. Ainsi, pour se justifier, il ravalait la petite Nabou au rang de mets. Ainsi, pour changer de saveur, les hommes trompent leurs épouses. J'étais offusqué. Il me demandait compréhension, mais comprendre quoi? La suprématie de l'instinct, le droit à la trahison, la justification du désir de changement. Je ne pouvais être l'allié des instincts polygamiques. Alors, comprendre quoi? Comme j'enviais ta tranquillité lors de ton dernier séjour, tu étais là, débarrassé du masque de la souffrance. Tes fils poussaient bien, contrairement aux prédictions. Tu ne t'inquiétais pas de Maodo. Oui, tu étais là, le passé écrasé sous ton talon. Tu étais là, victime innocente d'une injuste cause et pionnière hardie d'une nouvelle vie.